Bonjour, c'est Jean-Marie Bigard qui vous parle. Retrouvez-moi avec Jazzia sur Vivre FM dans l'émission Passage des artistes. Voilà. There was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing. Bonjour à tous et bienvenue au Passage des artistes sur Vivre FM. Je suis ravie de vous accueillir à nouveau pour cette balade hebdomadaire autour du parcours de notre invité. Vous le savez, tous les week-ends, je vous invite à la rencontre d'une personnalité du monde de la culture et ensemble, nous évoquerons ses débuts, ses passions également, son actualité et ses projets. Alors mon invité aujourd'hui est humoriste, il est acteur, réalisateur, il a également fait de la radio, on en parlera. Plusieurs cordes à son arc et aucune à son cou, il paraît. Il est sans filtre, sans langue de bois. Il est comme devrait être un artiste. Il est libre. Bonjour Jean-Marie Bigard. Et bonjour Jazzia, je suis content de te rencontrer. Eh bien écoutez, moi aussi. Tu m'as fait une belle présentation. Alors je fais c'est de mon vrai, mieux. Ma principale qualité, c'est la liberté. Oui. Je suis libre comme le vent. Et donc, ça coûte très souvent assez cher. C'est vrai, et je suis la première à le dire, et c'est vrai que je le dis très très souvent, la liberté coûte cher, mais quand on l'a dans la peau, eh ben, on ne peut pas faire autrement. Ouais. En tout cas, je suis ravie de vous accueillir dans l'émission Au Passage des artistes, bienvenue à vous. Et si vous me le permettez, moi je vous propose d'abord de nous dégourdir un peu les jambes. Oui, on va un mais peu je suis parler. d'accord pour tout, Xagia. je suis d'accord pour la double pénétration, les jacques faciales, tout, j'accepte tout. On va essayer de faire soft aujourd'hui. Ouais. On va parler un peu quand même se baigner dans une mare, une cure de jouvence. On va parler un peu de vos débuts. Alors comment commence le parcours de Jean-Marie Bigard ? À partir de la sortie de la touffe maternelle, Oui. quand je suis sorti du ventre de ma mère, j'étais le 4e enfant, Oui. et je suis sorti, mais tu peux pas savoir, ma mère m'a raconté, tu vois, mes frères et sœurs, j'ai un frère et 2 sœurs, ils sont sortis au forceps et tout. Ça a été une boucherie, un cauchemar, et moi, je suis sorti comme un paix sur une toile cirée, tu vois. Aussi délicatement. Oui, aussi délicatement. Et ma maman me disait, mais t'avais une petite tête comme une orange et tout. Tu m'as pas fait souffrir. Et je sais pourquoi. Parce que j'étais le 4e enfant et une bouche de plus à nourrir. Et c'est comme si le petit bébé que j'étais avait dit, regardez, gardez-moi. Je suis drôle. Mais ça, c'est vrai que vous l'avez en tout cas prouvé tout au long de votre parcours Ouais. et on en parlera bien évidemment. Alors, vous faites une formation technique.
qui est quand même assez, c'est assez strict, assez rigoureux par rapport à l'artistique. Comment s'est fait votre choix? Vous faites un lycée technique au départ. Ah oui, oui, d'accord. Non, mais mon choix fondamental au départ, comme je le disais à l'instant, c'était, il était impératif que je sois drôle pour être bien accueilli, pour que on me donne à manger, tu vois. Et donc, toute ma vie, depuis, je te dis, le début, j'essaye. Il n'y a pas grand-chose pour continuer à survivre ou à exister. Quand t'es bébé, tu vois, il n'y a pas 36 solutions. C'est où t'es très intelligent, tu brilles par tes compétences et tout. Ou alors, si t'en as pas, tu t'arranges pour faire rire les autres. Et moi, depuis tout petit, je me suis dit, je pense que si je veux recevoir de l'amour, ça serait bien que je sois drôle. Et alors justement, parce qu'on on parle beaucoup d'humour aujourd'hui, est-ce qu'il est bâillonné l'humour? Parce qu'il y a quelques années, on arrivait quand même à rire de tout sans choquer qui que ce soit. Est-ce Bien qu'aujourd'hui, sûr. vous faites attention quand même Bien sûr. on a reçu texte il n'y a pas longtemps Ouais. qui nous parlait de sa mésaventure. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on est artiste... Aujourd'hui, tu es obligé d'essayer de passer entre les gouttes. Ouais. Tu dis, tiens, il te vient une vanne très drôle et puis tu te dis, ben non, je vais pas la faire, je vais en faire une autre parce que celle-là, elle risque de déranger ou d'être jugée féministe, sexiste, tout ça, tu vois. Donc, on est vraiment obligé de jongler. Mais c'est ça le bonheur de cette profession, c'est qu'il y a toujours une petite place. Et il y a toujours quand même des gens et des humoristes de mes amis qui arrivent à passer entre les gouttes. Tu vois, si je devais en citer un, d'ailleurs, que je ne connais pas personnellement, mais pour qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup d'admiration, c'est Gaspard Proust. Il y va, quoi. Il est tout seul, il y va, il balance et ça passe. Ça passe comme quand Pierre Desproges disait est-ce qu'il y a des juifs dans la salle? Tu vois, il pourrait plus faire ça. On pourrait plus dire. Pierre Desproges, quand même, disait il faut reconnaître que les juifs ont beaucoup critiqué le régime nazi pendant l'occupation. Soi-disant que les voyages n'étaient pas confortables et tout le bordel, tu vois. Plus jamais on ne peut dire ça maintenant. Vous le déplorez ou pas? Bien sûr que je le déplore, c'est-à-dire nous avons perdu en liberté, nous avons perdu notre humour qui normalement n'a pas de borne, pas de limite, et surtout, je le répète tout le temps, c'est la qualité du conteur qui est très importante. C'est-à-dire que la même chose dite par quelqu'un de mal intentionné ou de méchant est insupportable. Sauf que des fois, tu traverses tellement fort le miroir qu'il n'y a rien d'autre à faire que de rire. Le rire est le seul moyen d'échapper. C'est la porte, la seule fenêtre ouverte sur la liberté. Donc, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, tu vois. Nos amis, moi, ma femme est juive. Et j'ai été recueilli par une copine qui travaillait dans le sentier. J'ai beaucoup vécu dans le sentier. Et l'humour que les juifs ont sur eux-mêmes est extraordinaire, si tu veux. Et je trouvais ça formidable qu'on puisse me dire... tu sais comment on dit dans le sentier, va te faire enculer. Fais-moi confiance. Et évidemment, alors on peut me traiter d'antisémite pour ça, maintenant, au jour d'aujourd'hui. Mais non, sauf que non, quoi. C'est l'humour qui l'emporte et jusqu'au dernier moment, on a le droit d'être drôle,
parce que c'est le seul moyen pour nous de rester un tout petit peu libre. Et c'est vrai que l'humour, en plus d'être une passerelle vers la liberté, il est également une manière de dédramatiser les choses. Bien sûr. Voilà, on peut se moquer de l'handicap, on peut se Mais bien moquer sûr, de d'ailleurs, plein de choses. le seul truc, pas le seul truc, je ne suis pas le détenteur du seul truc à faire, mais je veux dire à la terre entière que c'est le malheur qui fait rire, c'est pas le bonheur. Le bonheur fait pleurer. Et le malheur fait rire. C'est comme ça. L'humanité tout entière est comme ça. Tu vois une vieille dame qui glisse pendant 10 mètres sur une plaque de verglas, elle fait un saut pair, elle s'éclate par terre. Tu vas d'abord éclater de rire, tu vas aller lui porter secours, savoir si elle s'est cassée, quelque chose, la pauvre, tu vois, mais ça chute. La chute, c'est pas un bonheur, c'est un malheur, mais c'est ce qui fait rire. Et quand les deux amants, à l'inverse, se retrouvent à la fin du film, et enfin, ils s'embrassent, on est tous en larmes. Alors, on va parler un peu également de votre formation en tant qu'entraîneur sportif. Parce que c'est vrai que ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Moi, je l'ai appris pendant que je préparais parcourais l'émission. Pendant que je parcourais, j'essaye de temps en temps. Et vous étiez en fait maître auxiliaire d'éducation physique. Oui. Donc j'étais prof de gym, comme on le dit. Et donc, comme j'étais maître auxiliaire, j'avais droit plutôt à des remplacements de postes. Et les remplacements de postes dans l'éducation physique, c'est quoi? C'est les congés de maternité. Donc, je remplaçais principalement des femmes, profs de gym. Donc, je me retrouvais avec, dans mes premières, secondes, terminales, enfin, de la 6e à la terminale, je me retrouvais avec des classes de filles. Moi, Jean-Marie Bigard, et le proviseur disait de moi... J'en ai encore les larmes aux yeux, disait, ce garçon a une autorité naturelle sur les élèves parce que j'étais, comme aujourd'hui, sans pitié avec les mots, avec les réprimandes, avec quoi que ce soit, mais je les aimais. Et eux, ils ne recevaient que mon cœur. Et donc, j'avais cette autorité des classes de seconde. C'est terrifiant, une classe de seconde. De filles, hein. Elles te font tout ce qu'on peut te faire, elles te le font. Quoi, comme et par moi, exemple elles te zappent, elles se moquent de toi, elles te singent dès que t'as, tu vois, le dos tourné et tout, et elles vont fumer une clope derrière le vestiaire. Et tu sais ce que je faisais, moi? Non. Je pourrais plus le faire maintenant. Hein. Ouais. Je leur disais, écoutez, il y a des clopes dans mon blouson, dans le vestiaire, allez-y, mais laissez-nous tranquilles parce que nous, on travaille. On bosse. Donc, elles étaient un peu étonnées. Puis quand les autres leur disaient, mais on s'est marré comme des baleines avec ce mec à une séance de poids. La séance de poids pour les filles, hein. Je sais pas, il n'y a rien de pire, si tu veux, que de leur faire manger des scorpions vivants. Tu vois, et moi, je m'amusais avec eux, et donc, elles acceptaient très volontiers mon autorité, et donc, la semaine d'après, je battais des records d'audience, comme on dirait maintenant pour toi, par exemple, ta radio. C'est qu'elles étaient toutes là. Tu sais que sur une classe de 28, tu en as, dans le meilleur des cas, quand tu es un bon prof de gym, hein, tu en as 17, parce que les filles, elles ont une menstruation très spéciale. Elles ont leurs règles 4 fois dans le mois, le jour
Oui, il faut faire du de sport. la gym. Et donc, j'étonnais tout le monde et les parents venaient me voir en me disant, ça y est, elle s'éclate, elle est d'accord pour sauter plus haut. Et évidemment, dans une classe, tu as toujours un leader. Le leader, c'est celui qui te casse les couilles, qui te pourrit toute la classe. C'est-à-dire, tu as deux solutions avec le leader. Ou tu le détruis, tu le casses en 1000 morceaux. Ou alors, tu fais copain avec lui. Ouais. Tu te le mets dans la poche. Tu te le mets dans la poche et tout d'un coup, tout devient bien. Moi, j'avais encore une troisième solution. Le leader qui saute plus haut, plus loin, qui fait des choses les plus hardies, tu vois, eh bien, je m'arrangeais pour le faire finir 5e, 6e, en lui disant, dis donc, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Normalement, tu es premier. Et du coup, les autres se disaient, on s'en fout de ce leader. Notre leader, c'est notre prof. Lui, il est gentil et il nous fait sauter plus haut que ce connard. C'est vrai que ça peut donner des idées à certains profs. C'est un investissement absolu et total. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart prennent leur retraite très vite parce qu'ils en ont plein le cul. C'est trop dur, trop dur. Tu te rends compte, t'as 25 ou 30 élèves en face de toi et tu dois à la fois faire ton job et à la fois régler les problèmes sociaux qui sont à l'intérieur de ce groupe. Donc, moi, j'arrivais à faire ça parce que j'ai une espèce d'autorité naturelle que on ne conteste pas, si tu veux. Quand les mecs de 120 kilos causent, les mecs de 60 écoutent dans l'ensemble. Il y a des statistiques là-dessus. Je viens de citer Michel Audiard. Alors, Jean-Marie Bigard, moi, j'aimerais qu'on parle, alors c'est pareil, en fuinant un peu dans votre parcours, j'apprends que vous avez... avec stupéfaction. Oui, un peu. Que je suis homosexuel. Pas ça. Encore, ça on en parlera. Peut-être qu'on en saura un peu plus. Mais non, vous avez pris Raphaël Mesrahi en stop. Et c'était c'est-à-dire, c'est comme le hasard n'existe pas. Ouais. Hein? Einstein disait le hasard est le véhicule qu'utilise Dieu quand il veut voyager incognito. Il se trouve que j'ai une Simca 1100 orange toute pourrie, couverte de grosses taches de rouille et tout le bordel, et je pars de chez moi parce que je suis nommé à Bar-sur-Aube, à 50 km de Troyes, au lycée Gaston Bachelard. Et au premier rond-point à la sortie de la ville, il y a un mec qui fait du stop. Il fait du stop, ouais. Donc je le prends. Et il se trouve que on finit par copiner un petit peu, tu vois. Alors lui, je sais pas, il est en première, il doit avoir 16 ans, tu vois. Et on papote et je le prends tous les matins. Il se trouve que ce mec s'appelle Raphaël Mesrahi. Comment est-ce qu'on aurait pu, l'un et l'autre, penser qu'un jour, on se retrouverait d'égal à égal sur un plateau de télé, lui avec ses interviews loufoques qu'il a rendu célèbre, et puis moi qui va devenir en partant sur un terrain qui est plutôt bite, poil, couille, pipi, caca, qui normalement ne me donne aucune chance de devenir l'humoriste préféré des Français, et encore moins la chance pendant 11 ans d'écumer, de tripler, de quadrupler, de quintupler tous les zéniths de France et de finir par faire, après avoir fait 19 zéniths parisiens dans la même année, de finir par le Stade de France avec 52 000 personnes, une épreuve unique, puisque personne d'autre ne l'a jamais fait au monde. Et je pense que la petite cabale qu'il y a sur moi, toute la terreur qu'on me jette, les ordures qu'on me jette au visage en ce moment,
sont un petit peu liées à ça. Parce que tout le monde me reproche tout un tas de trucs, mais tout le monde Alors on vous se reproche. dit, moi, On vous reproche je quoi n'ai pas fait le Stade de France. Voilà Et- ce qu'on me reproche. Et ils sont, ces gens, pour les gens qui me détestent, parce que, tu sais, dans la rue et au bar en face, là où j'attendais mon rendez-vous, avec toi, avec impatience, t'as déjà eu un rapport avec un vieux ? Non, pas encore. Ben, faudrait pas trop traîner, parce que moi, c'est pas pour me mettre en avant. Mais j'ai quand même été cunilingus d'argent à Montréal en 2003. J'ai été choupinette de bronze à Séoul il y a 3 ans et trou de balle d'argent l'année dernière à Berlin. Eh ben, Parce que j'ai été doublé au dernier moment par un Allemand parce que ma partenaire a éternué, mais il s'en est fallu d'un poil de cul, tu vois. ça, on le trouve Bon. pas. Hein. C'est marrant sur Internet, Non. tous ces exploits-là. Non, mais sache que d'avoir fait cette performance a créé énormément de jalousie. Elle a créé chez les autres un péché. Tu sais quel est le péché le pire des 7 péchés capitaux? Je pense que c'est l'envie. L'envie. Oui, bravo. Mm. Alors là, je te dis bravo. Comment tu as trouvé cette réponse? Parce que quand on arrive à un certain âge, on se rend compte que si on n'a pas réussi et qu'on est sûr de son talent, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et je pense que beaucoup de gens mettent des bâtons dans les roues Oui. aux gens qui devraient réussir. Alors, je me permets de te reprendre, Oui, bien avec sûr. tout le respect et Tout le l'amour respect que que vous j'ai me pour devez. toi. Et C'est je ne que- porterai pas plainte. Non, c'est que l'envie, la définition de l'envie, tu vois, t'as là, parmi les péchés, t'as la jalousie. Jalousie, bon, la jalousie, on peut la comprendre. T'as peur qu'on te pique ta femme, et donc tu es jaloux. Tu vas donc en vouloir à celui qui essaye de séduire, toi, ta femme. L'envie, c'est le pire de tous les sentiments. Ah ouais, c'est mesquin. L'envie, C'est mesquin déjà. c'est que tu n'as pas envie que l'autre possède ou obtienne ce qu'il n'a pas pour te l'approprier. Ça t'ennuie seulement que l'autre, il ait quelque chose que tu n'as pas. Ça, c'est terrifiant. Il faut s'en méfier de l'envie. C'est le pire des sentiments. Quand ta copine, elle roule tout d'un coup en Bentley, parce que son mari l'a gagné au loto, et essaye de faire non, je ne penserai pas à ça. Je ne céderai pas à cette envie de dire pourquoi pas moi, pourquoi elle. Et ça ne me ferait pas chier qu'elle possède une Bentley, je serais content pour elle. C'est comme ça qu'on peut combattre ce péché énorme qui est l'envie. Il faut toujours se dire, mais elle a eu un Oscar, moi j'ai jamais rien eu. Tant mieux pour elle. Je suis content pour elle. Et moi, il va falloir que je bosse. Oui, je crois que nous devons tous bosser sur l'envie. Alors, on parle un peu de Philippe Bouvard, parce que j'ai lu 2-3 petites choses, et il m'a semblé que vous avez essayé plusieurs fois. Ben oui, et bien sûr. pourquoi J'ai essayé, mais là, c'est pareil. Philippe Bouvard, c'est un mec qui fait une émission, qui fait un carnage. Tous les soirs, il a une méthode, qui vaut Ce qu'elle vaut. ce qu'elle vaut, mais il divise pour mieux régner. C'est-à-dire que si un mec passe un peu trop la tête, il la coupe. Moi, je suis tout seul. J'arrive tout seul avec ma belle paire de couilles. Et j'ai l'intention d'exister tout seul. Et il me coupe la tête. C'est-à-dire, contre sa volonté. C'est pour ça que je lui pardonne, parce que la deuxième chose à faire, c'est de pouvoir accéder au pardon, tu vois. Mais j'écris, donc je rentre, j'arrive à passer un sketch. Le gag, c'est que le jour où je passe ce sketch avec texte que tu as reçu,
On est Troyens tous les deux. C'est l'époque où ils mettent des ordinateurs dans les voitures qui parlent, tu sais. C'est-à-dire, tu montes dans la voiture, la portière est mal fermée. La portière est mal fermée. Slam! Tu fermes la portière. Attachez la ceinture. Attachez la ceinture, tu vois. Ça gonfle très vite tout le monde. Mais entre-temps, je trouve cette idée de dire, et si l'ordinateur prenait carrément les décisions à la place du conducteur, puisque déjà, il lui ordonne de faire des choses. Donc, j'ai poussé le bouchon un peu plus loin. Ça a immédiatement séduit Bouvard. Passe en audition, on dit c'est génial et tout, on va le faire mercredi. Pour la blague, hein, on arrive le mardi aux auditions. Il y a des auditions pour aller chez Bouvard. J'en fais un sketch, elle tombe par terre et elle dit, elle le présente à Bouvard et dit on l'enregistre demain. Donc j'étais parti, moi, pour un jour, avec un seul slip, une seule paire de chaussettes, un seul t-shirt, pas de pyjama, pas de brosse à dents. Et donc, on arrive et on nous dit oui, on le prend. Et puis le lendemain, on dit oui, on enregistre après-demain. On a passé 3 jours avec Tex à dormir dans la bagnole, avec le même slip et la même paire de chaussettes. Et au moment de passer, pour moi, ça y est, alléluia, c'est la délivrance. On arrive sur scène et juste avant de tourner, l'invité de Bouvard est Jacques Chazot, à l'époque. Paix à son âme, je crois. Et tout d'un coup, il dit à la technique, il dit, mais lui, normalement, c'est l'ordinateur, il est dans le moteur, mettez-lui une couverture. J'avais prévenu tout le monde que j'allais faire ma première télé au théâtre de Bouvard et on ne m'a pas vu une seconde. Le sketch a démarré, j'étais sous la couverture et quand le sketch est terminé, pendant les applaudissements, on est revenu sur Bouvard et Chazot m'a jamais vu. C'était prémonitoire. Ça voulait dire que si je voulais réussir, j'aurais tout le temps le vent dans la gueule. On masquera ma gueule à ma première télé. Et on n'a pas fini de nous masquer d'ailleurs, hein, mais ça c'est une parenthèse. Jean-Marie Bigard, il y a eu La Classe ensuite. Oui. Et là, ça... Là, La Classe, par exemple, je rentre en dernier. Je suis en premier, à la première réunion de La Classe. Il y a Guy Lux, il y a Olivier Lejeune qui est là, et il y a un mec que personne ne connaît qui est là pour présenter éventuellement des sketchs, et il s'appelle Laurent Baffy, que j'appelle, j'ai mal noté son numéro, j'ai marqué Laurent Bassi. Je retrouve ça sur mes notes. Laurent Bassi, frisé, plein de cheveux, imperfecto, un tueur à gages, quoi, un rocker fini. Il nous lit un sketch qui s'appelle Bravo les mecs. Hilarant, tout le monde pisse dans sa culotte de rire. Et rien ne se passe pendant 6 mois. Et au bout du 6e mois, pour te dire qu'on continue à me mettre cette putain de couverture sur la gueule, tout le monde est pris. Sauf moi. Et au bout de 6 mois, comme toutes les émissions qui démarrent, tu sais ce que c'est, ça s'essouffle un petit peu parce que les gens sur place, ils ont craché leur venin sur 2-3 sketchs et puis après ça devient moins bien et puis après nul et après lamentable. Alors, seulement à ce moment-là, on se dit, mais dites donc, vous vous souvenez du mec, là, qui nous avait fait des sketchs extraordinaires? Comment il s'appelait déjà? Jean-Marie Bigard. Et on me rappelle. 6 mois! L'émission démarre en janvier. Au mois de juillet, je vais en thérapie parce que
je vois pas comment je vais pouvoir continuer à survivre. Je donne le meilleur de moi-même, j'y vais sûrement un peu fort, peut-être, avec mes mots, avec mon énergie. Puis votre tempérament également. Et mon tempérament également. Et donc, en thérapie, je comprends, par mon thérapeute qui m'a fait écrire mon 6e spectacle qui s'appelle « Mon psy va mieux », un titre magnifique, qui est le spectacle le plus téléchargé de toute ma carrière et qui est certainement le spectacle qui a le moins bien marché de tous mes spectacles. Mais comme par hasard, il porte avec lui un message tellement fort, tu vois. Et en thérapie, un jour, il me dit tu es en toute puissance, tu comprends? C'est pour ça que ça marche pas. Tu arrives en étant gentil, en disant vous vous souvenez, je suis Jean-Marie Bigard, je vous avais fait, je passe 40 sketchs en audition qui détruisent de rire tout le monde, tu vois. Et je dis, mais quand est-ce que vous me prenez? Ben non, parce que en ce moment, machin, tout ça. Et le jour où en thérapie, je fais donc un travail sur moi, 5 ans j'ai fait de thérapie. Je comprends que en fait, c'est vrai, je suis en toute puissance. C'est-à-dire que j'arrive en disant « Bonjour, comment ça va? Alors, en forme ce matin, j'ai un nouveau sketch. » Je fais mon sketch, mais mon cœur dit, mon cœur hurle « Prenez-moi, bordel de merde! Voyez pas que je suis le meilleur !» Et alors? Donc, laisse-moi finir. Donc en fait, je suis en toute puissance. Je ne demande pas. J'exige que Dieu me dise « Oui, c'est toi le meilleur !» et que tout le monde me dise « C'est toi le meilleur !» Quand je comprends ça, le jour même, je comprends que je suis en toute puissance et mon psy me dit « Essaye d'abandonner cette idée que tu dois obligatoirement faire cette émission. » Je le comprends, mon cœur le comprend. Je fais le trajet du studio Gabriel jusqu'à chez moi, chez ma copine qui m'héberge. Et là, il y a un message sur le répondeur qui me dit « Pourquoi tu viendrais pas nous faire, tu sais, ce sketch qui nous avait fait tellement rire ?» Je suis en larmes. Je dis « Bien sûr que je veux le faire. Je le fais. Je fais un carnage. Je refais tous les sketchs que j'ai passés en audition. Et ils me disent tous quel travail colossal tu as fait. Tout, tu as modifié tous tes sketchs pour qu'ils deviennent merveilleux. Je ne vais pas changer un mot, ni une syllabe. Alors vous l'expliquez. J'avais juste arrêté d'exiger. Et donc, on m'a donné. Et 3 mois après, je suis la star de la classe. Comme quoi, je dis à tous les gens qui nous écoutent très souvent que ça marche pas. C'est toi qui dois faire un travail sur toi. C'est toi qui merde, c'est pas les autres. Les autres, ils ont jamais tort, c'est les autres. Les gens n'ont pas tort, c'est les gens. Ok? Et je deviens Jean-Marie Bigard. Je décide de faire avec donc mon ami, maintenant mon frère, jusqu'à la fin de mes jours, Laurent Baffy, un spectacle qui s'appelle « Vous avez dit Bigard ». Et une autre, tiens, je te donne un autre truc, tant pis, je vais bouffer un peu de temps, mais c'est pas grave. C'est important que les gens entendent ce que je vais te dire. En thérapie, je comprends qu'il faut simplement et humblement demander
Et pour mon premier one-man show, j'ai qu'une envie, j'ai une admiration profonde pour Georges Wolinski, paix à son âme. Hein. Et je me disais, tu te rends compte, si c'était Georges Wolinski qui faisait mon affiche, c'est impensable. Je ne suis rien. Et je comprends un truc en thérapie, très important, que tout le monde doit écouter maintenant. Je me dis, si tu arrives en disant, tu tombes donc, il est au Nouvel Obs à l'époque, Georges Wolinski. Si tu appelles en disant, sur la femme sur laquelle tu tombes, bonjour madame, je vous demande pardon de m'excuser, de vous déranger, mais est-ce qu'il y aurait une possibilité pour que je puisse éventuellement, pendant un moment de liberté, parler avec monsieur Wolinski, tu vois. Je comprends ce qu'il faut faire en thérapie. Tu sais ce que je fais? J'appelle le Nouvel Obs et je dis, téléphone, hein, j'ai un Solex que j'ai acheté aux puces et ma fille, il a acheté une mobilette qui démarre jamais. On est deux clochards. J'appelle le Nouvel Obs et ça décroche. Et tu sais ce que je dis? Wolinski, s'il vous plaît. Et on me dit, ne quittez pas. Tu te rends compte? Ouais, c'est fabuleux. Le raccourci. Ouais. Le bonheur est là, devant toi. On gagne du temps. On me dit, ne quittez pas. Je tremble comme une feuille. Et j'ai Georges Wolinski au téléphone qui me dit, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je dis, je suis un jeune humoriste. Je voudrais vous envoyer une cassette des sketchs que je fais, car j'adorerais que vous fassiez mon affiche. Et très gentiment, avec une élégance incroyable, il me dit, vous savez, c'est en 80, en pleine élection, et tout le bordel, il me dit, je suis débordé, je ne sais pas comment finir mes journées, dit, allez-y, envoyez-moi votre cassette. Magnifique. Je vais en Solex, au Nouvel Obs. Je dépose ma cassette comme on jette une bouteille vide à la mer. C'est-à-dire que si même quelqu'un la récupère, il n'y a rien dedans. Tu vois? 8 jours plus tard, je vais essayer de ne pas pleurer parce que je suis très émotif. 8 jours plus tard, Wolinski m'appelle et il me dit, tiens, merde, ça c'est ma femme. Pardon. Hein. Et là, attendez, je coupe. Oui, chérie, ça sera pour tout à l'heure. Il dit, c'est Wolinski à l'appareil. J'ai regardé votre cassette. Je ne sais pas quand, ni comment. Mais c'est moi qui va faire votre affiche. Magnifique. Ça, c'est formidable. On ne peut pas espérer mieux. C'est-à-dire, la conclusion, c'est que, vas-y. Il faut demander. Demande, ouais, c'est dans la Bible. Frappe et on t'ouvrira. Et justement, moi, j'aimerais qu'on puisse... Excuse-moi, je t'ai pris du temps, je t'ai bouffé 5 questions. Mais pas du tout, c'est passionnant. J'aimerais qu'on puisse justement enchaîner sur ce que vous venez de dire. Si vous aviez un message à tous ces passionnés, ces humoristes qui arrivent aujourd'hui sur le terrain et qui ne savent pas parce que ils n'ont pas les tuyaux, ils n'ont pas les connaissances, ils n'ont pas ce qu'il faut, les clés. Moi, j'avais rien, j'avais pas de tuyaux, j'avais pas de connaissances. Mais est-ce que c'est plus dur? Mais est-ce que c'est plus dur aujourd'hui? Certainement d'avoir le contact avec la personne qui peut te faire monter une marche, ils n'en ont rien à foutre. Ceux qui sont au-dessus de toi, rien à foutre que toi tu montes la première marche d'un escalier de 54 marches.
Tu comprends? Donc, écris, crée. Et je te donne un conseil à toi qui veux débuter, si jamais tu veux faire une carrière. Tu dois, quand tu écris quelque chose, tu dois avoir 3 pieds à ton tabouret. Parce qu'un tabouret qui est toujours en équilibre, c'est un tabouret à 3 pieds. C'est pour ça qu'on s'en sert pour traire les vaches dans un terrain en pente. 3 pieds, c'est toujours en équilibre. 4 pieds, c'est jamais en équilibre. Et les 3 pieds de ton tabouret sont ceux que je vais te donner. D'abord, une référence absolue. Tu ouvres la bouche, tu dois savoir de quoi tu parles. Si la référence n'existe pas, tu l'inventes. J'ai entendu à la radio ce matin qu'on avait une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée. Voilà. Ton premier pied est planté. C'est la référence, tu l'imposes. Le deuxième pied à ton tabouret, c'est que le traitement soit drôle, évidemment. Deuxième pied de la chauve-souris, c'est... Alors moi, je suis pas curieux, mais j'aurais quand même bien savoir comment il a fait, le gars, pour déterminer qu'on avait tous en moyenne une chance sur 10 millions de se faire mordre. Ça, c'est le traitement. Il faut qu'il soit drôle. Et troisièmement, tu dois dire un truc vrai. C'est-à-dire qu'à la fin du sketch, on dit « Oui, c'est vrai! Putain! Tout ce qu'il a dit est vrai! » Voilà les 3 pieds de ton tabouret. Pour quoi que ce soit. Tu arrives dans un restaurant, on te dit « C'est pour dîner », tu dis « Non, c'est pour faire un tennis, connard ». C'est pour dîner, ben, c'est la référence absolue. On te demande si tu viens dîner. Le traitement drôle, c'est « Non, c'est pour faire un tennis », tu vois. Et donc, si tu respectes ces 3 lois, tu peux faire un sketch d'anthologie, un sketch qui te survivra. Après ta mort, on dira « Putain, c'est lui qui avait fait le sketch de la chauve-souris ». Comme L'Exorciste, mes grands sketchs, ils sont tous sur 3 pieds. L'Exorciste, c'est le film, la référence au SOS médecin, tu vois, et le traitement qui est drôle. Et c'est à cette seule condition que tu peux commencer à mettre ton stylo ou ta plume sur la feuille de papier. Voilà le conseil que je donne aux jeunes qui voudraient faire ce magnifique métier qui s'appelle les spectacles seuls en scène, méprisés par tout le monde. On les appelle one-man show. Est-ce qu'on a mérité ça, de se faire appeler des one-man show? Nous ne figurons au rang d'aucune récompense. Tel que tu me vois là, je suis le recordman de tout et je n'ai jamais reçu aucune récompense. Et c'est ma gloire maintenant. Jean-Marie Bigard, on va parler. On va terminer cette émission avec une dernière question. Pas du tout, parce que ça va nous prendre du temps. Moi, j'aimerais qu'on parle de votre actualité, parce qu'il y en a. Oui. Alors, quand on a envie d'aller voir, ou on a envie d'aller se marrer sur scène pour aller voir Jean-Marie Bigard, Jean Marais aussi. Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard, on va où, dites-nous? Eh bien, là, pour l'instant, j'avais décidé que le dernier spectacle, c'était mon super best-of. Et j'avais fait voter la population tout entière. Et je leur avais demandé sur les 500 sketchs que j'ai écrits. J'avais demandé par un vrai sondage, Ouais. comme les politiques le font maintenant, ça coûte la peau du cul, je le sais. Je leur avais dit, mettez-moi dans l'ordre de votre préférence les 20 sketchs préférés de toute ma carrière. C'était un pari très audacieux. Quand j'ai reçu la feuille de l'Institut de sondage, je suis tombé de ma chaise. Tu vois, et alors, numéro 1, je peux te le demander, à ton avis, c'est quoi? Je sais pas. La technique, Rire personne. pour mourir, je sais pas. Non. Je pense la Non. chauve-souris.
Hein? La chauve-souris. La chauve-souris. Non. La chauve-souris est arrivée 4e, Ah, 4e. jeune homme. Et premier, le lâcher de salope. Mais Ouais. loin, devant tout le monde. Ouais. Devant Muriel Robin, devant tout le monde. Le lâcher de salope. En 2, les expressions. C'est pour dîner, non, c'est pour faire un tennis, connard. En 3, incroyable, tu peux pas trouver. C'est la valise RTL. La valise RTL, c'est un très vieux sketch, mais où je prends à contre-pied, je dénonce cette émission en disant « Putain ! Tous les matins, on appelle quelqu'un pour lui expliquer qu'il a paumé 50 000 balles !» Tu vois? Et on appelait à l'époque impudemment les gens. Fabrice, qu'on appelait l'empereur à RTL, prenait les bottins qui étaient là et on appelait Madame Chambier de Strasbourg, qui habite rue Jean Moulin, et on l'appelle impunément et sa voix passe à la radio. C'est plus possible maintenant. Maintenant, tu fais 4 ans de prison pour ça. Donc, j'ai fait changer la loi, en fait. Grâce à ce sketch, grâce à l'humour et grâce à ce comique qui a une énorme paire de couilles et qu'on ne doit absolument pas aimer parce qu'il n'est pas respectable. Eh bien, la loi a changé et ensuite, il a fallu que les gens s'inscrivent sur des listings pour dire « Je désire être appelé par les grosses têtes ». Ça change tout quand même. C'est vrai que ça change Tu tout, vois. effectivement. Et 4e, donc ma chauve-souris, tu vois. Et 5e, l'exorciste, tu vois, qui est pour moi un des sketchs les plus beaux à jouer et un des plus étonnants, des plus drôles que je fais en rappel de mon best-of. Mais aujourd'hui, je ne pouvais pas, après le confinement, après la crise sanitaire, je ne pouvais pas rester dans mon fauteuil. Je suis obligé. Évidemment. Je suis vieux, j'ai du mal à marcher, j'ai une polyarthrite terrifiante. J'ai du mal à mettre mes chaussettes, mais je me suis dit, vas-y, putain. Et donc, j'ai trouvé une idée. C'est un spectacle, comme je suis fracassé, massacré par tout le monde, sauf par toi, dans les médias et partout. Donc, j'ai écrit un spectacle avec une grosse soucoupe volante, bleu fluo, très très joli, et j'ai appelé mon spectacle « Paroles de complotiste ». C'est le plus beau titre que j'ai jamais trouvé. Et qui parle à beaucoup, d'ailleurs. Hein. Et il y a un petit slip kangourou blanc qui tombe de la soucoupe avec un petit extraterrestre dedans. Et ce spectacle, je m'amuse à le rôder au point-virgule tous les mardis, tous les jeudis, 7 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. C'est la première salle que j'ai fait. C'est pour ça que je reviens Retour aux sources. pour une renaissance, Ouais. en fait. Et je reviens dans cette petite salle où je vais jouer 17 fois ce que j'ai déjà écrit de ce prochain spectacle. J'ai 40 minutes pour l'instant. Ça va très vite devenir 1 heure et très vite 1h30 parce que je me connais. Mes débuts de spectacle sont des éponges chargées de tellement de choses qu'il suffit de les arroser pour qu'elles Gonfle. Et donc, si vous voulez voir ce que ça donne, bah vous venez n'importe quel mardi ou jeudi d'ici la fin juin au point-virgule. Quelques dates où je ne serai pas là parce que c'est dates que j'avais déjà prévues en Belgique ou ailleurs. Mais sinon, la plupart des mardis et des jeudis, je suis au point-virgule. Je me régale. J'arrive sur scène en chaussettes, quoi, parce que, enfin, en chaussettes. Ne pensez pas que je vais arriver en chaussettes, mais je veux dire, je suis avec mon jean, le polo que j'ai, et je déballe tout ce que j'ai fait. Je travaille à l'américaine, les Américains rôdent, et normalement, ceux qui travaillent seuls en scène, ils prennent une poignée, une trentaine de copains, et ils balancent. Et chaque fois que les gens rient, chaque fois que tu attrapes un gros rire, tu dis « Oh, attention !» Là, c'est peut-être une branche Là, il y a moyen. sur laquelle je peux m'en aller. Ouais. Et tu fais grandir ton arbre. Le public et les cordes
de ma guitare. Ouais. C'est le public qui résonne. Depuis Toi, toujours. ta guitare, Hein. elle ne résonne pas s'il n'y a pas de public. C'est le public qui accorde mon instrument. Et tous les soirs, enfin tous les mardis et tous les vendredis en ce moment, je leur dis, mesdames et messieurs, merci. Dans mon prochain spectacle, il y aura de l'ADN de vous. Parce que vos rires auront nourri l'écriture de mon spectacle. Jusqu'à ce qu'ils deviennent parfaits puisque accordés par le public. C'est pour ça que mes spectacles sont imparables, qu'il n'y a pas un morceau, il n'y a pas une phrase à jeter. C'est pour ça que j'ai fait 4,5 millions de spectateurs vivants. C'est ce qu'on dit des spectateurs qui sortent de chez eux pour aller au spectacle. On les appelle des spectateurs vivants. C'est pour ça que j'ai vendu 8 millions de DVD. Tu vois. C'est pour ça que je suis le recordman absolu d'entrée dans les spectacles et que quand je suis sur le plateau, grâce à mon chef d'orchestre qui est le public, je deviens indestructible. Jean-Marie Bigard, pour Merci finir. d'être venu. Non, Et je vous à remercierai bientôt. tout à l'heure parce que j'ai encore une autre question. Ah merde. Quand on est sur scène, et ça sera ma dernière question, quand on est sur scène et qu'on a écrit son spectacle, est-ce qu'on s'autorise parfois de déborder Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. C'est ça la liberté. La liberté, c'est que tu arrives, tu balances et selon la réaction et ce qui se passe toi, dans ta tête, à toi, tout d'un coup, tu prends la liberté d'ajouter un truc qui, ajouté à un autre truc, te fait un autre sketch qui n'a jamais été écrit. Nulle part, qui n'est déposé ni à la SACEM, ni à la SACD, que je réfute d'ailleurs maintenant. Maintenant, la loi me permet de saisir mes propres droits d'auteur à la fin d'un spectacle. Parce que tu sais quoi, sinon on te prend 12% pendant 1 an et demi et on t'en redonne que la moitié. Alors maintenant, je prends tout de suite. C'est mieux. C'est plus C'est mieux intelligent. de se servir. Jean-Marie Bigard, merci. Merci pour ces coups de cœur, ces Ben, coups de rien, gueule de également. rien, de Ça rien, m'a mais fait toujours plaisir un peu. de vous recevoir. Forcément, hein, il a été obligé de se boucher les oreilles plusieurs fois, mais Notre technicien, oui, on effectivement. a un bon mec au son, il a su écarter l'écouteur, que ça criait trop fort pour pas se faire défoncer les tympans. Les tympans, mais c'est... Merci de m'avoir reçu en toute liberté. Oui, c'est important. De ne pas avoir eu peur Non, j'ai pas de peur. recevoir un mec qui dit un peu ce qu'il pense, qui risque de choquer l'ensemble de nos auditeurs. Et tu m'as laissé libre et moi, je sais que j'ai parlé directement au cœur des gens qui nous écoutent. Et ça, c'est important pour nous, en tout cas, de Exactement. vous laisser parler, de laisser parler tous les artistes qui ont des choses à nous dire. Merci infiniment d'être passé Merci, chérie. sur Arsène Radio et Vivre Tu FM. fais quoi après? Après, je rentre à la maison. Et t'es sûr que de rentrer à la maison comme ça brutalement, ça va pas choquer tout le monde? Tu préfères pas qu'on se parle un peu avant? Ah ben, on va essayer. Bah écoute, mais à condition que tu ne me crèves pas les tympans. D'accord. Voilà, si c'est Ok. possible, moi je veux bien. Merci infiniment, Y a pas de merci problème. à vous et puis à très bientôt. Donc rendez-vous, tu nous rappelles ton Au point spectacle. virgule jusqu'à fin juin, le mardi et le jeudi, à partir de 19h, parce que, comment elle s'appelle, ma petite Antoinette, qui dirige le point virgule, elle me laisse 55 minutes de point virgule et je les utilise de 19h à 19h55. Pétante. J'ai mis une pendule sur le pendrillon et à 55, je dis à tout le monde dehors. Merci infiniment et puis rendez-vous au point Et puis virgule. rendez-vous dans tous les zéniths de France, dans toutes les grandes salles à partir du mois de septembre, bien sûr. Merci Jean-Marie Bigard. Merci, chérie. Retrouvez votre émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio, tous les jours, du
lundi au vendredi à 19h30. Ne manquez pas vos artistes préférés dans l'émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio. Au Passage des Artistes.